Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6h, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. À travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Et si vous êtes une femme ambitieuse mais essoufflée et que vous avez envie de reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, alors je vous invite à réserver dès aujourd'hui votre place pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. On commence le 20 novembre pour une aventure de sororité de 3 mois. Vous trouverez les informations sur mon site www.christinelevicki.com. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Perron pour vous parler d'éducation et d'innovation. Si vous ne connaissez pas directement Julien, vous connaissez peut-être son film « C'est quoi le bonheur pour vous ?», qui a plus de 800 000 vues sur YouTube. Il est aussi le réalisateur du film « L'école de la vie, une génération pour tout changer ». Les thèmes préférés de Julien Perron, vous l'aurez compris, sont l'avenir de nos sociétés, l'épanouissement de l'humain et notamment l'éducation des enfants. Il est également le créateur du Festival pour l'école de la vie et du congrès Innovation en éducation qui attire tous les ans plus de 15 000 personnes du monde entier. Et sa toute dernière création, c'est le magazine papier Innovation en éducation, dont, si je ne me trompe pas, le premier numéro sort ce mois-ci. Alors cet épisode est pour vous si le thème de l'éducation vous intéresse, si vous savez bien que l'avenir de notre société est entre les mains de nos enfants, si vous sentez que nous avons besoin de renouveler la manière dont nous apprenons à nos enfants, mais vous ne savez pas forcément par où commencer, si vous avez envie d'entendre parler de nouvelles manières de faire et d'être inspiré. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Pourquoi le sujet de l'éducation des enfants est tout particulièrement important aujourd'hui ? Quelle est la différence entre enseignement et éducation ? Quel est le lien entre l'éducation et le bonheur ? Comment pouvons-nous nourrir la créativité dans nos vies ? Que pouvons-nous faire pour changer le monde aujourd'hui ? Alors un grand bonjour et bienvenue Julien dans ce podcast. Bonjour Christine, merci. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où te vient cette passion concernant l'éducation ? Eh bien, je ne sais pas si c'est réellement une passion, en tout cas c'est un profond intérêt. Si je remonte chronologiquement pour essayer de comprendre, je pense que ça a commencé dès ma scolarité, parce que je suis dyslexique et dysorthographique. J'ai 42 ans là, à l'heure d'aujourd'hui, donc je te laisse imaginer, à l'époque, les enseignants n'étaient pas forcément équipés ou outillés pour accompagner les enfants qui apprennent de manière différente, tout simplement. Donc, mon parcours scolaire n'a pas été forcément des plus sympathiques, même si j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai tourné les choses de manière très positive. Et en réalité, je suis devenu plus le clown de la classe qu'autre chose. Et donc, du coup, je faisais rire un peu tout le monde. Et je me laisse imaginer à l'heure d'aujourd'hui que c'était sûrement pour compenser le fait que on me disait que j'étais différent, parce que cette différence, quand tu es enfant, c'est quand même pas évident dans une classe où on te fait vraiment comprendre que tu es différent des autres. Et donc, ouais, je pense que j'ai vraiment voulu détourner tout ça et dire que je n'étais pas si différent que les autres. Donc, la scolarité, ouais, un petit peu, pas chaotique, mais un peu compliqué à gérer tout ça. Et puis après, les années ont passé. Je découvre mes excellences assez rapidement. Je vois que j'ai une facilité à fédérer les gens autour de moi et je vois aussi que je suis assez habile
dans le monde de la communication, dans l'échange, un côté social aussi assez prononcé. Et à 23 ans, je décide de créer mon entreprise. Alors pour se remettre dans le contexte, je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage à Paris, sans ascenseur, c'est très important. J'ai pas d'argent, j'ai pas de diplôme, je suis dyslexique et dysorthographique et je me lance dans une activité touristique. Je crée l'équivalent d'une agence qui s'appelle Neo Horizon Travel et je me rends compte au bout de 3 ans qu'en réalité, je crée le marché du tourisme éco-responsable à l'époque. Ce qui fait que, bah, en 3 ans, l'entreprise se développe quand même assez rapidement, même si c'est pas évident, mais il aura bien fallu 3 ans pour que la presse, les médias, que globalement, on commence à faire un peu notre place dans le monde du tourisme. Et puis finalement, j'ai décidé de mettre tout ça de côté parce que l'ambiance qu'il y a dans le marché du tourisme ne me correspond pas en termes de valeur, en termes d'éthique, qui a peut-être changé depuis, hein, parce que ça fait un peu plus de 15 ans maintenant. Et donc, du coup, je décide de créer une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être, qui est dédiée aux thérapeutes et qui va m'amener progressivement, avec le temps, parce que ça fait un peu plus de 18 ans maintenant, qui va m'amener à m'intéresser davantage à l'éducation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 7 ans en arrière, je suis en train de faire du vélo dans le sud de la France, du côté de Palavas, s'il y en a qui connaissent. Et à un moment donné, il y a une idée qui fait surface, tu sais, un peu comme... moi, je fais partie des gens qui pensent que les idées ne nous appartiennent pas et que, tu sais, c'est comme si on était connecté à un flux d'informations. Et d'un coup, voilà, j'ai cette idée qui refait surface, qui était en fait quelque chose que j'imaginais quand j'étais petit. De par cette différence, j'imaginais une école dans laquelle je me sens bien, une école avec des profs qui me comprennent, enfin voilà, une école dans laquelle je me sens bien. Et donc, ça fait surface comme ça, d'un coup dans ma tête, et je décide de rentrer au bureau et d'écrire ce que j'ai de manière très claire. Et donc, je rédige un article et j'appelle ça l'école de la vie. Et donc, l'objet de cet article, c'est de créer une école, donc que j'appelle l'école de la vie, qui est, à mon sens, une école nouvelle, avec une pédagogie nouvelle, avec une approche très différente de notre système. Et ce qui se passe, c'est qu'en l'espace de à peine 3 mois, il me semble, je reçois plus de 600 emails de personnes qui trouvent l'idée géniale, qui veulent m'aider à créer cette école, qui veulent absolument qu'on se rencontre pour imaginer ensemble bah, l'école du futur. Et là, j'avais pas du tout soupçonné qu'il y ait autant de personnes qui puissent être sensibilisées à cette approche d'une pédagogie différente. Et donc, bah, comme j'avais du mal à répondre à tout le monde, j'utilise ce que je te disais au tout début, c'est-à-dire mes acquis, mes compétences, ce qui est inné en moi, donc cette facilité à fédérer les gens autour de moi. Et je me dis, bah, tiens, je vais organiser un pique-nique. Et je vais demander à chacun de venir avec de quoi manger. Et puis on se retrouve quelque part et on essaie d'avancer dans la création de cette école. Et donc il y a bien 600 personnes qui sont venues. Donc ça a été un très grand pique-nique. On était sur le plateau du Larzac. Ça a duré une journée. On a passé une très belle journée. Et de cette journée, qui a été magnifique, on s'est dit avec l'équipe à l'époque que c'était trop dommage de rester là-dessus. Et donc, du coup, ça nous a donné envie de proposer un festival. En tout cas, dans nos réflexions, on s'est dit qu'on allait appeler ça le Festival pour l'école de la vie, parce qu'on voulait continuer à mettre en avant l'idée de créer cette école, parce que visiblement, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient intéressés par cette idée. Et donc, on crée le Festival pour l'école de la vie l'année d'après, et on passe de 600 personnes à 9000 personnes. Donc, c'est un bond géant. Et donc là, ça pointe vraiment du doigt qu'il y a un intérêt grandissant autour de l'éducation avec tout ce que ça englobe. Et puis tu vois, les années ont passé. Donc maintenant, ça fait plus de 5 ans qu'on organise ce festival et on a organisé maintenant depuis 4 ans un congrès aussi qui s'appelle Innovation en éducation. Et donc, on s'est aperçu avec le temps que bah, plus les années passent, plus il y a du monde qui vient à nos événements, parce que j'imagine que ça fait des échos aussi, donc ça sème des graines, hein, très clairement. Et donc, on se rend compte qu'il y a une vraie demande. Et au-delà de ça, ce qu'on découvre d'année en année, c'est qu'il y a tellement de possibilités autour de nous, donc d'acteurs, de professionnels, qui sont là pour aider les parents, les enfants et les enseignants, que personne n'est au courant. Alors que pour la plupart, alors je vais te citer la pédagogie Montessori de Maria Montessori, qui est la plus connue dans les courants dits nouveaux ou alternatifs. Il faut quand même se rappeler que Maria Montessori, elle a créé sa pédagogie il y a plus d'un siècle, donc on n'est plus du tout dans la nouveauté. Et la plupart de ces professionnels dont je parle, qu'on met en valeur au festival ou au congrès, sont, à l'image de Maria Montessori, des professionnels qui proposent des outils depuis peut-être 20, 30, 40, 50 ans, qui fonctionnent parfaitement. C'est très souvent d'ailleurs des gens qui sont connus, ce que j'appelle dans leur biosphère, donc il y a quand même
une communauté, on va dire, de personnes qui les connaissent. Parfois, ça peut être des centaines de milliers, voire des millions pour les gens les plus connus dans ce milieu. Mais ça ne sort pas de ce cadre. Donc, l'éducation nationale, le système ne parle pas de tout ce qui existe à l'extérieur. Le mainstream n'aborde pas ce sujet. Visiblement, ce n'est pas un sujet qui a l'air d'être intéressant. Donc nous, on découvre depuis 7 ans qu'il y a un champ qui est gigantesque. Et donc, avec le festival, on met en partie en lumière de ces acteurs. Donc, il y a 220 exposants, il y a 35 conférences, il y a des ateliers, des animations, des débats. Donc, c'est génial, ça fait vraiment un très bel éclairage. Le congrès aussi, c'est pareil, ça met vraiment un éclairage qui est assez important. Et donc, du coup, ce qui est chouette maintenant, c'est qu'on arrive à attirer aussi le monde institutionnel. Donc, on sait qu'il y a des personnes de l'éducation nationale et du ministère qui viennent. L'UNESCO nous a contactés l'année dernière pour nous aider justement à développer davantage ces événements. Donc, on attire maintenant le monde de l'institution et de manière très large. Il y a des fondations aussi qui viennent. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en lumière tout ce qui existe finalement dans le monde de l'éducation. Et c'est ce qui me motive maintenant depuis 7 ans. Tu me posais cette question, qu'est-ce qui me motive, pourquoi cette passion autour de l'éducation? C'est vraiment ça, c'est de se rendre compte qu'on est entouré de possibilités et que finalement, il y a très peu de gens qui en parlent. Hmm. Hmm. Alors, on sent bien que l'école a besoin de changer, d'évoluer. Moi, je sais que quand j'étais à l'école, on parlait beaucoup de l'excellence avec une priorité sur le fait d'enseigner un maximum de savoir, la langue française, l'histoire, les sciences, les langues étrangères. Est-ce que toi, tu trouves que ce modèle d'éducation est périmé ou qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut transformer, Donc, ce qui m'intéresse, c'est ton avis, mais aussi ce que tu sens, enfin, où est-ce que tu sens que les choses vont et quelle est l'évolution qu'on a besoin de faire vivre à l'éducation aujourd'hui? Déjà, le point positif, c'est que ça évolue. Donc, ça évolue de manière même très positive, hein, ça va très clairement dans le bon sens. Sauf qu'à l'image, je vais parler de la France, hein. Nous, en France, j'ai le sentiment qu'on a toujours au moins 15 ans de retard sur beaucoup d'autres pays, sur beaucoup de choses. Et donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que on peut donner l'image d'un mastodonte. L'éducation nationale, le système, c'est quelque chose qui est énorme. C'est un peu plus d'1 million de salariés. C'est gigantesque. Donc, ça ne peut pas avancer aussi rapidement qu'on le voudrait. Par contre, une fois de plus, ça avance dans la bonne direction. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, ce qui veut dire que pour essayer de synthétiser, il y a à peu près 50% des enseignants dans le système qui mènent des expériences au sein de leur classe. Et donc, pour mener ces expériences, c'est qu'elles font justement une démarche très personnelle d'aller chercher de l'information, de se former, donc avec leurs propres finances, parce que ce n'est pas forcément financé par l'État. Et donc, après, d'essayer et de voir un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas au sein de leur classe. Donc, à mon sens, il y a au moins 50%. Les autres 50% en entendent parler, parce qu'évidemment, les enseignants parlent de ce qu'ils font. Il y en a qui ne sont pas forcément pour. Et il ne faut pas leur en vouloir, parce que c'est vraiment lié à leur propre système d'éducation, à leur propre filtre, à leur histoire, à leur propre conditionnement. Donc, c'est juste qu'on a besoin, si tu veux, de se déconditionner hein, pour avoir un regard un peu différent sur tout ce qu'on nous a appris. Donc, il y a ces 50% où ça va mettre peut-être un peu plus de temps pour que, ne serait-ce que leur état d'esprit ou leur regard se porte de manière un peu différente. Mais comme il y a ces 50% d'enseignants qui sont dans ce mouvement et qui essayent de faire avancer les choses, inévitablement, elles sèment des graines. Donc après, on connaît le principe, hein, des graines, ça peut pousser rapidement, mais ça peut prendre aussi du temps. Et puis après, au sein même du ministère, évidemment, il y a des gens qui vont aussi dans ce sens-là. À l'extérieur, il y a énormément de professionnels qui se mobilisent, chacun à leur niveau, chacun avec leurs excellences, avec leur propre réseau, avec leurs compétences. Et tout cumulé, ça fait qu'on est quand même beaucoup. Donc, et tu sais, c'est un peu le principe qu'on peut appliquer dans tout, c'est-à-dire que plus on sera nombreux à demander quelque chose, à faire preuve d'initiative, à mener des actions, à en parler, évidemment, plus le monde va s'adapter à cette demande. Je peux te citer un exemple qui est assez cohérent. Nous, en France, en tout cas, on le vit comme ça. Depuis 7-8 ans, il y a une multitude de boutiques bio qui poussent un peu partout dans toutes les villes de France, avec une multitude forcément aussi de marques différentes dans le monde du bio. Et ça, il y a à peine 10 ans en arrière, c'était vraiment pas du tout le cas. Il y avait 2-3 marques qui se battaient en duel,
Et quand tu allais faire tes cours dans une boutique bio, tu étais un peu jugé quand même, tu vois, tu Mhm. n'étais pas dans la norme, quoi, globalement. Et donc, pourquoi Mhm. maintenant il y a autant de boutiques bio? C'est parce que justement, il y a une vraie demande de la population. Et donc, du coup, le monde, la société, l'entreprise s'adapte à cette demande. Donc, c'est pour ça que moi, Mhm. je suis convaincu de cette initiative citoyenne. Plus on sera nombreux à se mobiliser autour de l'éducation, donc une fois de plus, chacun à notre niveau, avec nos compétences, avec notre réseau, etc., plus, évidemment, le système va s'adapter. Et donc, Mhm. c'est la force Alors, du citoyen, quelque part. oui, j'ai une question qui me taraude. Est-ce que tu peux me dire, quand tu dis on veut innover, il faut qu'on se mobilise, mais pour faire quoi? C'est quoi ce qu'on a besoin de faire au niveau de l'éducation? Qu'est-ce qu'on a besoin de... C'est quoi l'intention? Qu'est-ce qu'on cherche à créer ensemble quand on se fédère tous? Quelle est la transformation que l'éducation a besoin de vivre? Tu vois, le système tel qu'il est, il est très bien. Tu parlais des cours qu'on apprend d'histoire, de mathématiques, etc. Le système, il est très bien. Il faut surtout pas le remettre en question dans sa globalité. Ce qu'il faut remettre en question, c'est plutôt l'évolution. On voit bien, tout va très vite autour de nous, alors que ce système qui existe depuis quasiment un siècle, il met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à évoluer. C'est-à-dire qu'il ne suit pas, en gros. Et donc, ce qui nous manque là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est à minima d'équilibrer. C'est-à-dire que d'avoir au moins 50% qui est lié aux connaissances, dont on fait travailler notre intellect et toutes les matières qu'on connaît, et qui est au moins 50% qui soit dédié à l'être. Et c'est tout ce qui nous manque, mais ce n'est pas uniquement en France, je pense que c'est quasiment partout dans le monde. Il nous manque Mm. cette approche de l'être, de nous connaître, en fait, tout simplement, de comprendre nos émotions, de savoir qui on est, de révéler assez rapidement quelles sont nos excellences, nos compétences, là où pour nous, ça va être beaucoup plus simple, alors que pour une autre personne, ça va être plus compliqué. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, vers quoi on a envie de tendre. Et tout ce champ de ce qu'on peut étiqueter de développement personnel, finalement, si on nous accompagnait le plus tôt possible dans cette direction, et je parle d'accompagnement, je ne parle pas d'éducation, c'est juste de semer des graines, je pense vraiment qu'on serait plus tard des jeunes adultes ou des adultes très différents et probablement beaucoup plus en cohérence avec nos valeurs, avec notre éthique, avec donc du coup forcément nos compétences et potentiellement peut-être qu'on crée une activité qui soit bonne pour la Terre, bonne pour l'humain, bonne pour notre entourage, ou qu'on Une, intégrerait tout simplement en tant que salarié une entreprise qui donne du sens, quoi. voilà, une nouvelle économie. Exactement. Euh, alors, donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a aujourd'hui, l'école est peut-être essentiellement centrée sur les savoirs. Et donc, toi, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait avoir aussi les savoir-être, en fait. Il faut qu'il y ait les savoirs et aussi peut-être les savoir-faire. Mais voilà, de pas forcément être uniquement centré sur l'excellence du savoir et des connaissances, en fait. On est beaucoup centré sur les connaissances intellectuelles, même des savoirs. Et donc, toi, tu abordes, tu souhaiterais que l'école évolue, et je dis toi, c'est pas que toi, toutes les personnes qui te suivent, qui viennent à tes événements et qui sont dans ce mouvement, un désir en tout cas d'intégrer une autre manière de faire grandir, en fait, et de préparer les enfants à faire grandir notre société. Complètement, à être beaucoup plus dans la coopération plutôt que dans la compétition. Enfin, voilà, tout ce qui est, il suffit juste d'observer un enfant. Quand tu observes un enfant, tu vois bien que déjà, il est très souvent quand même de bonne humeur toute la journée, donc il rigole souvent. Cet enfant a déjà toutes les qualités requises en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on voit que on est déjà dans l'empathie de manière très naturelle, on se fait des amis très rapidement, on est dans la bienveillance, on a une curiosité qui est vraiment accrue, on a soif de connaissances, on a envie d'apprendre en permanence, on a envie d'être dans l'expérience, c'est-à-dire de pas forcément être assis sur une chaise pour intégrer de l'information et donc du savoir, mais plutôt de vivre les choses. Et si on le transpose plus tard en tant qu'adulte, c'est exactement les mêmes mécanismes. Tu verras qu'un adulte, il va plus facilement apprendre s'il s'amuse et s'il est dans l'expérience. Et donc, Mm. ce qui nous manque dans notre société là aujourd'hui en tant qu'adulte, finalement, c'est de se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris, toutes ces couches qu'on s'est mis les unes après les autres, parce que notre société quelque part nous a appris à avoir une certaine vision de la vie et des choses, et de revenir à notre vraie nature, à qui on est en fait profondément, pas ce que veut la Mm. société. Donc si on accompagne Mm. les enfants dans cette direction, je te laisse imaginer, ça fait des personnalités qui sont vraiment plus en cohérence avec qui elles sont réellement, et pas une fois de plus ce que veut la société.
Mhm. Donc ça m'emmène à une question que j'avais envie de te poser, c'est quel est pour toi le lien entre l'éducation et le bonheur? Tu as fait ce documentaire, C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur est un sujet pour toi important. Et j'ai envie de dire, on pourrait penser que c'est pas le rôle de l'école ou que c'est pas le rôle. Enfin, est-ce qu'en tant qu'éducateur, c'est notre job d'apprendre à nos enfants le bonheur? Quel est le lien là-dessus entre l'éducation et le bonheur? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, à mon sens, différencier les choses. Les enseignants, pour moi, ils ont plus un rôle d'accompagnant plutôt que d'éduquer. C'est plutôt les parents qui éduquent leurs enfants. En revanche, il suffit juste d'observer, on voit bien qu'on est quand même plus souvent à l'école qu'avec nos parents. On est en moyenne, on va dire, entre 5 et 8 heures par jour à l'école, et donc beaucoup moins avec notre famille. Donc, ce qui veut dire que le rôle de l'école est assez déterminant, parce qu'on y est quand même beaucoup de temps. Et le bonheur, ce que j'ai découvert avec le film C'est quoi le bonheur pour vous, c'est que ça s'apprenait en réalité. C'est pas juste qu'une notion. Alors même si probablement si on est 7 milliards d'individus, il y aurait 7 milliards de définitions. En revanche, il y a des outils qui nous permettent de tendre vers le bonheur. Et donc ça, si on peut nous l'accompagner ou nous l'apprendre le plus tôt possible ou semer des graines autour de ça, ben c'est juste génial pour les générations futures. C'est pour ça que je pense qu'en une génération, donc en 25 ans, on peut vraiment changer les choses si on s'y met tous, quoi. En gros, si on met vraiment de l'énergie. Et donc, ouais, une fois de plus, le bonheur, ça s'apprend. Je peux te donner un exemple très simple. Si on nous apprenait le plus tôt possible à comprendre qu'est-ce qui est bon pour nous en termes d'alimentation, donc je ne parle pas juste manger pour manger, mais connaître les aliments qui sont bons pour notre corps. Et comme on a tous des corps assez différents, c'est à nous de découvrir réellement quels sont les produits qui sont bons pour notre santé. Si on nous faisait comprendre que faire du sport régulièrement, c'était très important aussi pour maintenir notre équilibre et pour prendre soin de notre machine biologique. Si on nous faisait comprendre que notre sommeil aussi est assez déterminant pour le reste de notre journée, donc du coup de prêter vraiment attention à notre sommeil. Si on nous apprenait que la nature nous voulait du bien et qu'on avait vraiment intérêt à se rapprocher le plus souvent de la nature, peu importe où on se trouve, toujours dans l'idée d'être proche de la nature. Si on nous apprenait des exercices de relaxation, ça peut être de la méditation, la sophrologie, ce qu'on veut, et des exercices de relaxation qu'on serait amené à appliquer ne serait-ce que 10 minutes par jour. Il y a des études scientifiques maintenant qui nous le prouvent, et merci à ces études, que c'est bon justement pour nous, que ça nous fait du bien. Si on nous apprenait à être curieux et à aller chercher de l'information plutôt que de la subir. Je ne veux pas tirer sur les médias, mais globalement, médiatiquement, dans le mainstream, c'est quand même beaucoup d'informations anxiogènes et négatives, alors qu'il y a toute une partie d'informations dans notre société qui est extrêmement positive. Donc si on nous faisait comprendre qu'on peut avoir ce choix-là d'aller chercher de l'information, ça serait aussi quelque chose de très important. Tu vois, plein de petits détails comme ça qui seraient, à mon sens, vraiment juste de l'accompagnement, ça changerait, je pense, déjà beaucoup de choses dans la vie des citoyens. Alors j'ai envie de te poser une autre question. Donc, le bonheur, c'est quelque chose de personnel, donc ça change quelque chose, ça pourrait changer la vie des citoyens. En quoi est-ce que ça pourrait changer la société? Ah, c'est une bonne question. Tu sais, c'est à partir du moment où, j'allais dire on forme, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on va plutôt dire accompagner. À partir du moment où on nous accompagne le plus tôt à suivre qui on est réellement. Donc vraiment notre potentialité, notre personnalité, qui on est profondément. Donc avec nos excellences, vraiment qui on est et qu'on nous inculque quelque part qu'on a plus intérêt à être dans la complémentarité, donc du coup dans la coopération avec les autres plutôt que dans la compétition. Si on faisait tout en sorte pour que l'individu soit libre quelque part, et ça englobe beaucoup de choses, la liberté, je pense qu'on aurait une société aussi qui serait très différente. Enfin, ça ne me paraît pas illogique. Au même titre que Pierre Rabhi dit que si on change l'agriculture, on change le monde. Je pense que si on change notre système éducatif avec ce dont je soulignais, c'est-à-dire au moins 50% de savoir et 50% d'être, donc de comprendre qui on est, nous accompagner dans notre développement personnel, je pense qu'on change vraiment notre société complètement parce que du coup, les individus vont réfléchir aussi de manière totalement différente. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, avec tous les enjeux qu'on a, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui pensent différemment. Et pour penser Oui. différemment, moi, j'ai retourné les choses dans tous les sens. Tout part de l'éducation. Que ce soit à l'école, Oui. ou nos parents, ou les gens qui nous accompagnent, ça part de là. Et en même temps, ce que j'entends, c'est que derrière tout ça, la liberté, ça peut faire peur.
si on rend les gens tellement libres, ça peut faire peur. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, moi, j'y crois. Hein. Moi, j'ai confiance dans l'humain. Je me dis, si tu rends l'humain libre, il va faire ce qui est bon. Il va faire ce qui est bon pour le groupe, pour la société. Mais je peux voir comment derrière cette question, il peut y avoir une peur, quelque part un peu une, je ne sais pas comment dire, mais ce que je pressens, c'est qu'il y a un peu sous-jacent ce discours de bah oui, mais faut préparer les enfants à être les travailleurs de demain, et puis bah il y a des boulots chiants à faire. Enfin, je sais pas comment dire. Il faut pas que les gens soient trop libres parce qu'il faut qu'ils rentrent un peu dans le moule pour faire tourner la société, l'économie et la rentabilité. Et là, en fait, c'est pas de ça dont on parle. On parle vraiment de rendre les êtres humains libres et du coup de faire confiance qu'à partir de cette liberté, ils vont créer un monde meilleur qui sera peut qui ne fonctionnera probablement pas avec les mêmes règles, qui sont aujourd'hui, on a construit une société qui a mis l'économie en son centre et la rentabilité et la productivité et les profits en son centre. Et donc, peut-être que quand les aides sont libres, ils vont plus vouloir jouer ce jeu, c'est vrai. En tout cas, ils vont Complètement. vouloir jouer avec des nouvelles règles, poser des nouvelles règles à ce jeu. Et oui, c'est ce qui, à mon avis, dérange. Parce que Mhm. moi, je mène cette réflexion, mais c'est évident que je suis loin d'être le seul et qu'à mon avis, au niveau politique et bien plus haut, ils le savent très bien, tout ça, je pense. En tout cas, ça me paraîtrait improbable qu'ils n'aient pas réfléchi à ce type de scénario. Donc, Mhm. après, je pense que vraiment les bonnes questions qu'il faut se poser, c'est alors oui, la liberté, ça peut faire peur, mais peut-être qu'il faut réfléchir aussi de manière un peu plus globale. Et je reprends l'exemple de ces boutiques bio. Hein. S'il n'y avait pas autant de personnes qui ont demandé, on n'en aurait pas autant. Donc, preuve en est qu'on a un levier d'action, nous, en tant que citoyens, qui est quand même important, qui est pas le plus important, parce que je pense que le levier politique aussi est aussi important. Donc, c'est à peu près pareil, finalement. Il faudrait trouver une espèce d'équilibre entre ces notions institutionnelles, politiques, et puis bah, ces citoyens, et faire comprendre un peu à tout le monde qu'on a vraiment intérêt à avancer tous dans le même sens. Ça n'occulte pas le fait qu'on peut rester dans une société qui tourne autour de l'argent et autour de l'économie, mais on peut aussi très bien revoir notre copie et voir comment on l'utilise, tout ça, quoi. C'est Mhm. encore Oui, une parce que question donc là. l'argent et l'économie nous a permis a énormément amélioré notre qualité de vie et a permis des très très belles choses. L'idée, c'est de se dire peut-être qu'on a tiré un peu trop loin les choses et qu'on a besoin, en effet, de réajuster certaines choses. Alors, j'ai envie de te lancer sur le thème de ton magazine Innovation et Éducation. Justement, quelle est ta mission? Pourquoi lancer un magazine papier? Et quel est ton plus grand rêve à travers ce magazine? Ben, on se lance dans cette aventure parce que ça fait partie des projets qui étaient sur mon bureau. Moi, j'ai une liste de projets sur mon bureau. Là, il me reste 16 à mettre en place. Et donc, ça faisait un petit moment que je voulais créer ce magazine. Bah, disons qu'il est très complémentaire avec les initiatives qu'on a déjà menées là, depuis 7 ans. Donc, que ce soit le Festival pour l'école de la vie, le Congrès Innovation en éducation, les 2 films que j'ai réalisés. C'est un outil en plus qui vient se greffer avec ce qu'on fait. Tu sais, c'est un peu comme, c'est un pont finalement. Et c'est un média surtout, en tout cas, qui, à mon sens, manque dans le mainstream. Et donc, bah, ça arrive à point nommé. On n'avait pas forcément réfléchi à le lancer là cette année. C'est venu par l'histoire de beaucoup de synchronicité, et en tout cas de manière très fluide. Et bah, disons que notre plus grand souhait, comme c'est un magazine qui est uniquement sur abonnement et qu'on peut distribuer partout dans le monde, bah, on aimerait bien que tout le monde soit au courant de ce magazine et que les gens s'y abonnent pour, comme on le fait avec le Festival pour l'école de la vie et le congrès, de montrer un peu l'existant aux gens, de montrer aux parents, aux futurs parents, aux professionnels qui sont dans le monde de l'éducation, de l'accompagnement, de monter un peu tout ce champ, tout ce qui existe, en fait, tous ces professionnels qui se mobilisent depuis de nombreuses années, comme je te disais, de montrer vraiment qu'on a vraiment le, cette possibilité d'être optimiste. C'est pas juste Voilà. un monde de bisounours, quoi. Que c'est si nous on est optimiste, c'est qu'il y a une vraie réalité derrière. Et même encore Mhm. à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir mis le doigt dans une boîte de Pandore. Tu sais, j'ai l'impression que Mhm. le champ il est encore plus vaste. Donc oui, donc c'est un magazine où il n'y a pas de publicité, c'est que du contenu. Il y a 64 pages au minimum de contenu, et on essaie d'aborder des thématiques qui vont toucher tout le monde, donc qui vont toucher les enfants, les parents, les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation. Et puis surtout, on s'appuie de chercheurs, de scientifiques, de personnalités dans le monde de l'éducation qui n'ont plus rien à dire, enfin qui n'ont plus rien à montrer de leurs compétences plutôt.
Donc voilà, pour nous, c'est vraiment un média qui est important. Donc on va mettre beaucoup d'énergie là, ces prochaines années pour qu'il y ait au moins plus de 100 000 abonnés sur ce magazine. Faut aller où pour s'abonner sur ce magazine? Et ben, on a créé un site internet qui s'appelle innovation-éducation-lemag.fr. D'accord, super. Alors, tu disais tout à l'heure que tu avais 16 projets encore sur ta liste. J'ai l'impression que tu es habité d'une très grande créativité. Et c'est très inspirant. C'est très inspirant surtout d'avoir des idées et en plus de voir que tu es capable de les mettre en action, de les rendre réalité. Quel est ton secret ou qu'est-ce que tu pourrais transmettre aux auditeurs là-dessus? Qu'est-ce qui te permet d'avoir cette créativité? Qu'est-ce qui nourrit cette créativité? Ben, moi, je pense qu'on a tous un potentiel créatif qui est développé ou pas, mais en tout cas, on l'a tous. J'ai vraiment le sentiment que c'est notre société qui nous coupe aussi assez rapidement de ce potentiel de créativité et notamment de ce canal intuitif. Je ne sais pas si l'intuition, ça te parle ou si ça parle aux gens qui nous écoutent. Mais je pense que c'est pareil, tu vois, ça serait quelque chose, ça serait chouette si on pouvait nous guider, nous accompagner assez tôt dans cette direction. Parce que moi, j'écoute justement mon intuition depuis que je suis tout petit. J'ai fait du kung-fu pendant 14 ans. Ça m'a amené à être champion de France en 99. Et ça m'a amené à écouter davantage justement mon corps, mon esprit, enfin, être beaucoup plus connecté finalement à moi-même. Pas de manière égocentrique, hein, mais plutôt à essayer de comprendre ma machine biologique, mon esprit, un peu plus loin mon âme, tout ça. Et donc du coup, ça m'a connecté davantage à mon canal intuitif et je l'écoute une fois de plus depuis que je suis tout petit. Et ça m'a jamais fait défaut. Et donc, ce qui veut dire que tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, ce dont on parlait, les festivals, les événements, les films, là, le magazine et puis plein d'autres choses, je l'ai toujours fait de manière intuitive. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que j'ai anticipé, ça s'est fait comme ça assez spontanément, ou en tout cas de manière intuitive. Et cette liste de 16 projets que j'ai sur mon bureau, comme je te le disais au tout début, à mon sens, c'est des idées qui ne m'appartiennent pas. Tu sais, moi je trouve qu'on est un peu comme un poste radio, et on est entouré d'ondes et d'informations qui circulent comme ça dans l'air qu'on ne voit pas, tu sais, un peu comme un poste radio, oui, finalement. Et puis à un moment donné, d'ailleurs, je crois qu'Albert Einstein et Léonard de Vinci le disaient avec d'autres mots, en fait, tu captes à un moment donné des informations, on va dire, et tu sens bien que ce n'est pas forcément une idée qui vient de toi. Et donc moi, j'ai pris l'habitude de les noter, de les noter sur un bout de papier, donc du coup qui est sur mon bureau. Et curieusement, à chaque fois, c'est tout le temps des idées avec lesquelles ça va créer des ponts avec tout ce qu'on a déjà créé. Et pour les mettre en place, parce que c'est bien d'avoir des idées, de suivre son intuition, mais après, il faut les mettre en place. Pour les mettre en place, je reviens à ce que je te disais en donnant quelques triptyques. Si on pouvait les donner, justement, ces triptyques aux enfants le plus tôt possible. Je parlais d'alimentation, de sport, de nature, de prendre soin de soi, hein, globalement, pour synthétiser. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que je suis gamin, parce que mes parents étaient déjà un peu dans ces idées. Et donc, je pense que c'est un des points qui est déterminant, c'est-à-dire d'avoir une hygiène de vie assez, pas stricte, mais en tout cas avec une constance. La constance est très importante. Au même titre que tu manges tous les jours sans faire attention, je pense que ça devrait être normal que chaque individu trouve le sport qui est bon pour lui, trouve les aliments qui sont bons pour lui, une fois de plus, aille le plus souvent en pleine nature, dorme suffisamment, donc qu'il puisse vraiment déceler le nombre d'heures de sommeil dont il a besoin et qu'il calque son heure de coucher avec ça, de se rapprocher de la nature, de s'entourer de gens positifs. Tout ça, moi, ça fait partie de ma vie et je me l'applique dans mon quotidien. Oui. Et je suis complètement alignée avec ce que tu viens de dire. Dans mon livre Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Le premier principe, c'est oser être brillant. Donc, c'est avoir des idées, connecter avec ses intuitions, honorer ce qui nous habite, laisser émerger les choses, justement, se connecter à son intuition. C'est vraiment le premier principe. Le deuxième, c'est poser des actes à la hauteur de ses ambitions. Donc, c'est passer à l'action, avoir l'audace, transformer nos idées en choses concrètes. Le troisième dont on n'a pas parlé, c'est je crée ma réalité avec mes mots. Donc là, c'est faire très attention à ce qu'on dit et aux histoires qu'on raconte et qu'on se raconte à nous-mêmes. Donc c'est le mindset, c'est nos paroles, c'est toutes ces choses-là. Et le dernier, c'est je prends soin de ma source. Et je dis toujours, le dernier, c'est le quatrième. Et quelque part, c'est le dernier, mais c'est presque le plus important dans le sens où quand il n'y a pas celui-là,
quand on n'a pas pris soin de notre feu intérieur, de notre flamme intérieure, prendre soin de soi, et bien en fait, les 3 autres piliers de la table se cassent la gueule. Et c'est la fondation, quoi. C'est vrai que prendre... Et puis, quand on connecte à la nature, quand on honore son corps, quand on fait du sport, ben, du coup, la spirale se remet en route parce que du coup, on a à nouveau des intuitions, à nouveau des idées, et puis on a de l'énergie pour passer à l'action. Et donc, c'est vraiment une spirale vertueuse qui s'entretient à ce moment-là. J'ai aussi envie de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait de connecter à ses intuitions et d'apprendre à nos enfants à connecter à leurs intuitions, à connecter à leurs élans. Et moi, j'ai identifié 2 moments de la vie de l'enfant, et moi je suis maman de 3 enfants, donc je les ai vécus en tant que maman, 2 moments qui ne sont pas forcément simples. Il y a les 2 ans de l'enfant. Quand l'enfant a 2 ans, on appelle ça en anglais les terrible twos. Et quand l'enfant a 2 ans, ben, il apprend, d'un point de vue de son développement, il apprend qu'il n'est pas son père et qu'il n'est pas sa mère et qu'il est lui-même. Et donc, il commence à dire ce qu'il veut. Il commence à honorer ses désirs, ses envies et à dire ce qu'il veut. Et notamment, il dit beaucoup ce qu'il veut pas. Il dit beaucoup de non. Et là, c'est très énervant pour le parent parce que ça rend les choses bien plus compliquées. C'est bien plus facile pour un parent d'avoir un enfant qui fait tout ce qu'on lui dit. Et donc là, déjà, on commence à mettre un lock, on commence à avoir envie de fermer le robinet des envies de nos enfants parce que ça rend notre quotidien compliqué. Et c'est vrai que ça rend notre quotidien compliqué pour du vrai. Hein. Mais donc, c'est intéressant d'observer qu'il y a ce moment où déjà, en tant que parent, on peut avoir envie et parfois on a besoin pour prendre soin de nous et de nos besoins aussi. Mais voilà, là, il y a un lock qui potentiellement se met. Et il y en a un deuxième que j'ai identifié clairement, c'est les 7 ans. Oui. Quand on a 7 ans, on dit à l'enfant, moi je me souviens très bien, on m'a dit, c'est l'âge de raison. Maintenant, tu dois être raisonnable. Et quelque part, ce qu'on me disait, c'est, maintenant, tu dois mettre de côté tes envies, tes élans, encore une fois. Et il y avait ce côté, moi je mets en face du raisonnable, l'opposé, c'est la résonance. Et la résonance, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est ce moment où on connecte à la vibration, où on connecte à quelque chose, on résonne, il y a quelque chose qui résonne en nous, il y a une vibration intérieure. Et là, en gros, à 7 ans, on dit aux enfants, bah oui, t'es bien gentil, mais tout ça, ça sera pour pendant les vacances ou le week-end, mais pendant la semaine, quand t'es à l'école et quand faut que t'obéisses à tes parents et que t'obéisses à ton professeur et que donc, en fait, voilà, on va mettre de côté la résonance et on va se concentrer sur le raisonnable. Et là, pour moi, c'est aussi un moment, voilà, où on coupe, malheureusement, on coupe l'être humain, l'humain, le garçon, la petite fille, d'une énorme force en fait. Et donc là, l'idée, ça serait, je pense, moi, ce qui me vient en t'écoutant, c'est de pouvoir créer une école qui puisse, parce que le raisonnable, c'est intéressant aussi. Hein. Je dis pas que c'est pas bien la raison, il y a quelque chose de très riche, mais qu'on puisse nourrir les deux en fait, le raisonnable et la résonance en même temps. Voilà. Complètement. Et puis, tu sais, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, par exemple, pour les cycles de 2 ans. Et après, c'est 7, 14, aussi 21, c'est tous les 7 ans. Il y a des cycles comme ça. Tu vois, ça, par exemple, on ne nous l'apprend pas. Tu sais, on t'entend très souvent, quand t'es parent, il n'y a pas de mode d'emploi qui arrive avec. Mais ce qu'on oublie, et c'est là où encore il manque de l'information, c'est que les neurosciences se sont intéressées à tout ça. Et le deuxième magazine qui va sortir d'innovation en éducation, justement, est consacré aux neurosciences. Donc, ce sera 64 pages consacrées qu'à ça. Juste pour montrer justement, une fois de plus, aux futurs parents, aux parents et aux professionnels dans le monde de l'éducation, que les neurosciences, les scientifiques se sont intéressés à tous ces cycles de la vie. Et donc, on va commencer avant la conception, jusque plus tard quand tu deviens ado. Et on voit justement dans toutes les étapes tout ce qu'on pourrait savoir en tant que futur parent ou parent, par exemple, qui serait mais juste génial pour accompagner son enfant. Donc, tu vois, il manque de l'information. La formation, elle est là, mais il manque des médias ou peut-être plus d'événements qui parlent un peu de tout ça. Mes enfants vont dans une école Steiner et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils intègrent énormément, la connaissance du développement de l'enfant dans la pédagogie et dans l'éducation. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Il y a encore plein de choses, plein de thématiques qu'on aurait pu aborder ensemble, mais on arrive à la fin. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire? Et puis aussi, j'aimerais que tu nous dises comment on peut te retrouver, comment on peut te suivre. Ce qui me vient à l'esprit, c'est une citation qui est encadrée dans mon bureau. C'est une citation de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Je suis tombé dessus moi, quand j'étais très jeune et elle m'a marqué. En fait, je me rappelle très bien quand je l'ai lue, cette citation. J'ai eu vraiment ce sentiment qu'elle résumait tout à elle toute seule, quoi.
Et donc, pour les gens qui m'écoutent, j'ai envie de leur dire ça. C'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs, là, Christine, c'est que c'est très bien de vouloir que les choses changent, mais passer à l'action. C'est-à-dire que si vous voulez, je ne sais pas moi, un monde meilleur, incarnez ça. Si vous voulez un monde plus d'amour, incarnez l'amour. En gros, n'attendez pas des autres que le système change ou que votre environnement change ou que votre monde change, mais vous faites force de proposition, montrez l'exemple, inspirez les gens autour de vous, pas forcément je ne dis pas de faire les choses à des échelles très importantes, commencez déjà un tout petit peu, je ne sais pas, ne serait-ce que dans votre voisinage, avec votre famille, avec vos enfants, mais juste de commencer ce premier pas et de faire du mieux que vous pouvez tous les jours pour un monde meilleur, quoi, en gros, quoi. Et c'est ça, moi, je pense, qui est vraiment fondamental, c'est que chaque citoyen conscientise qu'on a une vraie responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Et donc, pour nous retrouver, c'est pas très compliqué. Vous tapez Julien Perron, donc c'est P-E-R-O-N dans un moteur de recherche et vous tomberez sûrement sur l'un de nos sites internet. Ou sinon, vous allez sur citationbonheur.fr et vous tomberez sur le site du film et là, vous verrez ça vous emmènera probablement sur d'autres sites. Super, impeccable. Merci beaucoup Julien, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, merci à toi Christine. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com. À bientôt pour un nouvel épisode.